de près, car vous l'avez suivi pendant plusieurs jours dans ce tournage. Oui, Comment vous est-il apparu? D'abord, on a eu beaucoup de mal à le suivre, parce qu'il va très très vite. Il est constamment en train de dire je suis fatigué, etc. Et finalement, nous, qui étions une équipe enfin, on avait du mal. On était crevés. Le lendemain matin, il fallait partir très tôt, parce qu'on passait d'une conférence du côté de Montbéliard à une conférence à Besançon, d'un cours à Genève à une conférence de nouveau à Paris. Enfin, c'était vraiment exténuant. Et moi, je me demande comment il arrive à tenir, parce que nous avions du mal à le suivre. Jacques Godbout, vous êtes Canadien et vous êtes arrivé ce matin de Montréal, car vous êtes un ami de Henri Guillemin. Quel homme est-ce pour vous? Quel ami? C'est curieux. Guillemin, c'est d'abord un mythe, c'est-à-dire un personnage plus grand que nature, et pourtant c'est un homme très simple, très généreux, très chaud. Mais c'est vraiment un animal, c'est curieux, c'est un gars qui a une cinquantaine d'années, et pourtant c'est un animal du XXe siècle. C'est un gars qui se révèle à travers un écran, un plan rapproché, et qui vous raconte, peu importe ce dont il parle, il finit par vous saisir et vous fascine. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, Henri Guillemin est français, il faut quand même le préciser, et c'est en France qu'il est connu ou mal connu, et au Canada, il est très connu. Ben, principalement à cause de la télévision. Il reste que nous avons, si vous voulez, nous sommes peut-être plus une nation à télévision que vous l'êtes encore. Cette espèce de village, de la France global village, comme on dit en anglais, que crée la télévision, naturellement, principalement à cause de la géographie. C'est toujours une grande souffrance pour moi, parce que j'y comprends tellement rien, sauf au jazz qui me plaît, à la musique sérieuse, comme on dit, la musique classique. C'est terrible. J'avais un premier ambassadeur qui s'appelait Monsieur Oplo, qui avait décidé de faire ma culture. Il voulait m'apprendre. Alors il me traînait de concert en concert, et il voyait bien à chaque fois, j'étais poli, je ne montrais pas trop, mais je mourais d'ennui. Oh, c'était une histoire. Je vais vous raconter un truc. Une fois, c'est un autre ambassadeur que je ne dirai pas le nom, qui avait organisé à l'ambassade même, à Luxembourg, une soirée musicale. Et je crois que l'histoire, pour lui, c'est la façon d'établir le contact avec tout le monde. J'ai vu parler devant un auditoire d'ouvriers, un auditoire d'employés de banque, la bonne bourgeoisie de Besançon qui était venue à une conférence bien, etc., devant des étudiants à Genève. Et de toute façon, le contact s'établit. Et les 5 premières minutes de ces conférences sont très importantes. Et l'histoire, c'est le moyen qui permet d'établir le contact. Parce que tout l'intéresse. On était parti avec une équipe, le caméraman est un type très très bien, Jacques Dur, qui est un caractère entier comme ça, violent. Et bon, il n'était pas d'accord avec Henri Guillemin ni sur le contenu de ses conférences, ni sur ses opinions vraiment très très sincères. Et ça, c'était pas indifférent, parce que dans tout le voyage, on n'a parlé que de ça. Dès qu'on avait fini le travail, on me disait, mais enfin, vous avez vu ce que j'ai dit hier soir, et sur ce point-là, vous êtes d'accord? Non, on n'était jamais d'accord. Mais jamais c'était indifférent. Enfin, jamais Henri Guillemin n'est neutre ni indifférent. Ça, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute dans ce sens qu'il y a quelques individus, vous en avez quelques-uns ici en France, il y en a quelques-uns au Canada et ailleurs, quelques individus qui, dès qu'ils sont... C'est les conteurs d'autrefois, c'est les conteurs qui, au niveau du village, pouvaient fasciner toute une population, et puis les gens écoutaient, et peu importe les contes, et même parfois quand ils racontaient les mêmes choses. En un sens, c'est un animal, si vous voulez, de télévision. Je trouve ça fantastique. Mais là, il retrouve quelque chose qu'on a un peu perdu, enfin. Maintenant, oui, l'art du conteur. Oui. Mais finalement... mais qu'on n'a pas perdu, qu'on récupère, si vous voulez. Oui, qu'on récupère. Mais finalement, Henri Guillemin, qui apparaît comme un personnage assez intransigeant sur le plan littéraire... c'est extrêmement gentil. Extrêmement gentil. Il parle gentiment, et c'est le plus grand... En disant des méchancetés. En disant des méchancetés, mais s'il dit des méchancetés contre quelqu'un, c'est parce qu'il aime bien les autres. Il y a Pierre Ségard qui vient d'arriver. Pierre Ségard, bonjour. Pierre Ségard, je suis bonjour. Bonjour, l'éditeur. Vous connaissez Henri Guillemin? Personnellement, non, mais je suis un lecteur de ses livres. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et pourquoi vous l'aimez? Je l'aime pacifier certains grands pontifs, parce qu'il a écrit un livre qui a pour titre À dire vrai, et j'aime les gens qui disent vrai. Oui, mais est-ce que... Alors là, on va rentrer un petit peu dans cette journée qui se prépare. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver certains points communs ou pas communs à propos de lui sur ce problème de la vérité historique. Est-ce que la vérité de Guillemin est pour vous une chose qui compte? Ah, beaucoup, parce que c'est un homme qui a la passion d'aller aux sources, dont les livres me retiennent parce qu'ils sont très agréablement écrits. Vous parliez du conteur tout à l'heure. Alors lui, il m'a un peu appris ce que c'était que l'évolution du jazz, et de New Orleans en particulier, et il me dit toujours c'est le vieux style qui est le meilleur. Je ne sais pas bien pourquoi, mais j'aime écouter du jazz vieux style. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme idée là-dessus? Est-ce qu'en effet ce vieux style est quelque chose de supérieur? Ah non, pas du tout supérieur. C'est probablement votre fils, c'est un musicien amateur. Exactement. Il fait quelque chose d'autre à côté, lui. C'est
Je crois d'ailleurs, surtout en Suisse, on en trouve beaucoup d'orchestres amateurs qui jouent le vieux style. Et je trouve le vieux style, au moins, c'est un style qu'on peut interpréter d'une façon assez complète, malgré qu'on ne joue pas tout le temps. Alors, c'est une bonne formule, il me semble, pour les musiciens amateurs. Mais, Vous trouvez parce que ça leur donne plus d'attitude, un peu plus de liberté pour l'interprétation du vieux style? non, je crois que dans les styles actuels, Mais il au faut Canada, vraiment, qu'est-ce qu'il fait en Guillemin, en dehors des personnages, sur le plan historique? Je pense que tout, en ce moment, il y a la série sur Napoléon qui passe et les gens Mais la il est un problème dévorent. brûlant. Les gens la dévorent et il a quelque chose, disons, qui fonctionne de façon très, comment dire, pas avec des préjugés, mais avec un angle, un point de vue. Oui. De telle manière, il est séduisant, mais il peut être aussi irritant, de telle manière qu'on le déteste ou on l'aime et qu'il ne laisse pas indifférent. C'est ça, d'ailleurs, le C'est le drame. coup de la belle femme qui, ou vous êtes jaloux de celui qui est avec elle, ou alors vous êtes heureux parce que vous avez été choisi. Mais d'ailleurs, C'est- votre rencontre avec Guillemin s'est passée d'une façon assez étonnante. Ça n'a pas commencé dans la douceur. Non, ça a commencé par une certaine agressivité de ma part, d'autant plus Oui, que c'était là. je trouvais qu'on C'était là- sortait c'est là à où peine ça pénétrait en Europe. d'une longue période. mais quand même, il y en a des gens qui disent qu'il est né le jazz autour de 1900, mais ça c'est à Déjà mon avis, 1900, vous croyez? oui, autour. Mais à mon avis, c'est faux parce qu'une des choses les plus caractéristiques du jazz, c'est que c'est une musique improvisée. Bien sûr. Et pour moi, le jazz commence où c'était une musique improvisée. Alors, par exemple, le ragtime et tout ça, ce n'est pas encore du jazz. C'est une musique européenne rythmée, mais pas du jazz encore. Mais l'origine est bien à New Orleans, c'est vrai, en fait, ce sont les Noirs Dans le de la sud, Nouvelle-Orléans. pas, Non, pas tout à fait New Orleans, dans mais le dans le sud sud. des États-Unis. C'est bien parti de là, alors. Oui, parce qu'à New Orleans, il y avait le plus de travail pour les musiciens de jazz là au commencement, parce qu'il y avait ce fameux Storyville. Storyville, c'était une partie de la ville qui était une partie pour les boîtes de nuit. Pour les, ouais, oui. Ah, c'est de là que c'est parti, dans les boîtes de nuit de San Oui, les boîtes de nuit. Enfin, dans les mains des Noirs du sud des États-Unis, la musique devenait une musique de jazz. Parce qu'il pas seulement dans les discute, boîtes de nuit, n'est-ce pas? mais aussi- Oui, il y a beaucoup de tendresse chez Beaucoup lui. de Elle tendresse, mais ressort. aussi beaucoup Mais de beaucoup de sévérité, sévérité, je d'honnêteté dans la discussion. Vraiment, il va au fond des choses, n'est-ce pas? Et il est parfois extrêmement mordant, mais tout en aimant. C'est parce qu'il les aime bien qu'il est méchant. Enfin, qu'il aime bien, etc. Exactement. Mais enfin, c'est un des problèmes les plus étonnants. Présenté aujourd'hui au public cette seconde chaîne, c'est Henri Guillemin, qui finalement est totalement inconnu, parce que l'idée qu'on en a, c'est celle qu'on vient d'exprimer très brièvement. Mais c'est la chose qui nous étonne le plus au Canada, c'est que Guillemin soit inconnu ou à peu près ici des téléspectateurs, alors que là-bas, il est une des quelques images qui passent continuellement. Je crois que Jean Brun a une explication à ce propos. C'est peut-être sa façon de vivre. Sa façon de vivre, non, il y a aussi des circonstances historiques. Enfin, l'histoire, elle commence, c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours, il y a 2 ans ou il y a 100 ans. Non, il y a des raisons pour lesquelles il vit en Suisse et puis qui ont fait qu'il a surtout une clientèle, enfin, il a surtout un contact avec des auditoires belges, canadiens et suisses. Et puis ça s'est fait comme ça, il vit avec des gens qu'il aime bien et ça continue comme ça. S'il ne vient pas plus souvent en France, je crois que c'est parce que c'est un peu... Oui, mais tout se fortuit, passe, c'est un peu tout se négatif. passe comme si en Belgique, en Suisse et au Canada, on l'acceptait mieux ou plus facilement qu'en France. C'est vrai, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il peut dire plus facilement là aussi, comme qu'il ne peut Jean Brun, vous avez été chez lui. Vous avez pénétré un peu l'univers personnel. Comment est-il chez lui? Mais chez lui, je pense que c'est un homme tranquille qui vit au milieu de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. Enfin, vraiment, j'ai une image très très calme, très tranquille d'un homme qui vit très paisiblement et absolument, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais comme tout le monde aimerait vivre. Oui, mais alors que sur scène, je veux dire sur scène, parce qu'il y a quand même un aspect représentation chez lui. Oui, bien C'est sûr. un homme bouillonnant, on l'a dit, il est passionné. Oui. Et Et que... vous dites que chez lui, il est extrêmement... Mais je ne dis pas qu'il n'est pas passionné chez lui. Il n'a pas de raison de se passionner et d'être violent quand il a ses petits-enfants sur les Non, genoux. parce que qu'il c'est leur un homme raconte des coléreux, par histoires. exemple. Coléreux, je crois pas. Passionné, mais pas coléreux. Je pense pas que ce soit tout à fait la même chose. Non, mais je vous pose la question, puisque vous l'avez approché. Non, je pense qu'il est... Non, Guillemin, c'est d'abord un amoureux. Et c'est moi ce qui m'a séduit chez le bonhomme que j'ai attaqué, bien sûr. Mais dès que je l'ai rencontré, j'ai pu voir que c'était vraiment un amoureux. C'est-à-dire quand il prend un auteur, quand il prend une période de l'histoire, il en fait le tour là, avec une passion très très douce.
C'est vraiment merveilleuse. Très très douce. J'aimerais vous semble que les réactions des critiques, c'est-à-dire la vôtre d'abord et celle des critiques en général, ne soient pas dans la douceur. C'est un homme qui est... C'est le on peut contraire de dire, l'indifférent. vilipendé. C'est le Bah, c'est contraire d'un merveilleux, indifférent. ça Il est provoque- sensible à Ah tout. oui, Il ça prend parti provoque. pour tout. Et je suis sûr que il est contre Napoléon ou avec Voltaire ou avec Zola dans son époque, exactement comme il est avec, contre ou pour certains de ses contemporains dans cette. Et comme il l'avoue dès le début. Musical. Vous disiez J'ai quelque fait chose des d'autre études techniques. De quoi? Qu'est-ce que vous Ouais, dites je suis constructeur en machine électrique. Ouais. C'est comme mon fils là, vous Ouais, dites, j'ai seulement fini. lui il fait surtout de la chimie, surtout, tandis que vous faites maintenant uniquement. C'est votre vocation, quoi. Vous êtes découvert comme hein? Oui, Oui, c'est ça. il fallait bien un moment que je me décide définitivement. Parce que C'est un au temps que commencement, j'ai hein? quand même d'abord travaillé encore comme technicien et En Suisse aussi. ensuite, oui, j'ai mon brevet ici. Ah, chez en Brandebourg, Australie, ça, oui, oui. Je vais vous déranger. Je vous dis bonjour, on se serre la main parce que c'est la tradition. Je vais vous déranger parce que vous savez que sur la seconde chaîne, et couleurs en plus, on a un certain nombre de traditions et ces traditions veulent que le dimanche, on passe tout ce film ensemble. Et je sais que vous aimez beaucoup le cinéma. Oh, beaucoup, oui. J'espérais même qu'on pourrait en parler aujourd'hui un peu largement sur des vieux films d'avant 14, mais il paraît qu'on pourrait les trouver. Oui, là, il y a un très grand problème sur le plan cinématographique, mais le film qu'on va voir aujourd'hui fait partie de série de films que je crois que vous aimez. Ce sont les westerns. À condition qu'il y ait premièrement un bon acteur, et puis deuxièmement qu'il y ait de grands spectacles. Enfin, je veux dire, des grands espoirs. Oui, je crois que c'est la condition sine qua non du western. Le western italien. Oui, alors là, c'est un western de 7 chemins du couchant avec un personnage assez curieux, américain, l'acteur américain qui est Audie Murphy. J'avais un réflexe défavorable. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de ce film, mais il y a un personnage qui, je crois, est assez extraordinaire, non pas sur le plan de l'acteur, parce que je crois que vous ne l'aimez pas beaucoup, c'est Audie Murphy, que nous voyons en ce moment et qui était l'homme le plus décoré de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, car à 20 ans, il avait plus de 17 médailles, ce qui est tout à fait remarquable. À la fin de la Seconde Guerre, donc 20 médailles. À la fin de la guerre de Corée, 24 médailles, et les plus importantes sur le plan militaire. Ça ne Il a suffit eu- pas pour établir son mérite d'acteur. C'est ça un peu Hein? le problème, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est un trait qui devrait vous intéresser, c'est que ces 24 médailles, il les a distribuées à des enfants. Moi, je ne savais pas ça, c'est impressionnant, oui. Il y a une Pourquoi? espèce- Une espèce de dégoût, quoi. Non, je ne pense pas. Je pense que c'était un symbole dans le style de la vie américaine Ah. d'offrir à la jeunesse ce Ah. qu'était le sacrifice qu'il avait consenti. Ah Mais bon. enfin, c'est quand même remarquable de penser qu'un acteur, enfin, qui n'était pas un acteur à l'époque, Oui. mais qu'on ait fait un acteur Avec d'un héros. un héros, Il y a une espèce de... oui. Mais comme acteur, Mixage. j'avoue que ça n'a pas tellement bien Vous réussi. ne trouvez pas ça probant? Ah, pas beaucoup, non. Maintenant, je crois qu'il faut en venir à vous-même. Maintenant, on a dit au début de cette émission que finalement, vous étiez inconnu ou méconnu en France. Ben oui, Alors, je crois que c'est vrai. Hein. Je crois que c'est vrai. Alors, Oui. pour mieux vous connaître, Jean Brard vous a suivi avec les caméras de la télévision française pendant plusieurs jours, a essayé de faire de vous ce que l'on pourrait appeler un croquis. Et je vous propose que l'on regarde qui vous êtes quand vous vivez, quand vous travaillez, et peut-être de savoir un peu plus après qui vous êtes réellement. Avec plaisir. On va Alors, regarder ça ensemble. on vous suit. Mais c'est la nuit, presque. Hein? Ah, bah, c'est dégueulasse. Ça m'énerve, pas commencer. Bah, regardez voir s'il y a du monde. Ça me... Il y a du monde, il y a du monde. Vous avez vu? Oui, oui, oui. Il ment pour m'encourager. Non, pas du tout. Pas dans mes habitudes. Hop. Tout le monde ment. Moi aussi.
c'est rigolo, hein, j'ai 25 ans et je parle depuis 30 ans et j'ai toujours les dernières minutes un affolement. Et je l'ai faite vendredi, non, il y a 8 jours cette conférence à Anvers, ça a bien marché. Oh, il y a 10 jours, oui, c'était le 24, j'ai le 25, pardon. Alors, qu'est-ce que... Ah, le voilà! Bonjour mon vieux, ça va? C'est vous qui travaillez avec moi ce soir encore? Oui, bon, malgré Claudel. Vous êtes... Ouais? Pourquoi malgré Parce que vous m'aviez engueulé, mais gentiment. Oui, Je vous raconterai un coup qu'on m'a fait à Liège l'autre jour, une présentation atroce. Ça, c'était incroyable. trop longtemps quand Quoi, même. 4 minutes, 3-4 minutes, hein? Hein? Tout de même, pas 2 minutes, hein? Essayez. Oh, mais c'est bien plein, c'est pas mal, hein? Vous allez vous dire, tel que vous me connaissez déjà, hélas, je suis christicole, donc je dois détester ce personnage. Minute. D'abord, quand Voltaire parle très mal du Christ, ça me fait mal peut-être, mais il n'est pas diabolique, il n'est pas démoniaque, Voltaire. Qu'est-ce qui est diabolique et démoniaque? Un mauvais prêtre, par exemple, quelqu'un qui souille des hosties parce qu'il croit que dans l'hostie, il y a une présence réelle. Ça, c'est du démonisme. Mais Voltaire, quand il pense à Jésus, qu'est-ce que c'est pour lui? Un énergumène sorti du désert, comme il y en avait tellement en ce temps-là, né probablement d'un adultère qui a très mal tourné. Alors s'il parle de lui avec violence, ça n'est pas du tout un blasphème. Et comme je vais à la fin de cet exposé vous présenter une hypothèse sur Voltaire, je l'ai d'abord soumise à Westermann. S'il m'avait dit c'est aberrant, eh bien j'aurais renoncé à cet exposé. Mais comme il m'a dit simplement c'est possible, ah, il ne m'a pas dit probable, il m'a dit ça se tient, c'est possible. Alors j'ai construit tout mon exposé en vue de ce à quoi j'arriverai tout à l'heure. Alors comment sera-t-il construit cet exposé? Je suis très scolaire et je vais faire ça en 3 parties. Une première partie, nous dirons, pardonnez la brutalité, mais je parle gentiment, Voltaire est un salaud. Deuxième partie, Voltaire n'est pas un salaud. Et troisième partie, qui est donc ce Voltaire? Alors, avez-vous remarqué que Voltaire ne nous parle jamais de son enfance? Jamais. C'est un homme qui n'a pas écrit de mémoire et dans ses lettres, on ne sait rien. Mais on sait 2 autres choses que voici. On sait que quand il a écrit pour la première fois un poème, c'était en 1713, Louis XIV vivait encore, ça s'appelle Discours sur les vices, de ce temps. Et dans ce discours, il prend position contre tout ce qui va plus tard porter renu sur la corruption des mœurs, sur les concussions. C'est un homme qui est vertueux à ce moment-là. Donc, il y a 19 ans, un Voltaire incroyablement jeune encore, incroyablement candide, un Voltaire qui n'a encore perdu ni son nom, ni ses prénoms, il s'appelle François-Marie, hein, et en qui rien n'annonce celui qui le supplantera. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 19 ans et 21 ans, car à 21 ans, c'est plus le même. Alors, c'est là que je me risque. Je vous présente l'hypothèse que j'ai donnée à Westermann qui m'a dit, mon Dieu, on ne sait pas, c'est possible. Ce qu'il y a de sûr, hein, ce qu'il y a de sûr, puis après, je vous dirai l'hypothèse, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un retournement. Il y a un brusque retournement. Que l'homme qui parlait si gentiment de vertu ne parlera plus, ça ricanera. Eh bien, supposez ceci. Voltaire a parlé 2 fois de sa mère, et si la mémoire de cette femme est pour nous une mémoire souillée, c'est la faute de son fils. Or, il n'avait rien à lui reprocher, on sait que sa maman l'appelait Zozo, qu'elle est morte quand il avait 7 ans, et qu'il avait été très triste, enfin vraiment déchiré de voir mourir sa mère. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour qu'il soit méchant avec le souvenir de sa mère. Et cependant, c'est lui qui va dire publiquement, je ne suis pas le fils de mon père, je sais très bien, ma mère avait couché avec le chansonnier Rochebrune, il va le dire. Deuxièmement, il y a un nommé Duché qui, pour se moquer de lui, je crois, ou gentiment, l'appelait le Messie. Et pour Messie, en tout cas, j'ai pas une vierge pour mère. Donc voilà, c'est des choses brutales, dures, qui dit à l'égard de cette mère contre laquelle il n'avait rien. Alors, hypothèse, hein, Voltaire de 19 ans est encore un gars qui croit à l'image de sa mère. Quelqu'un lui dit, mais tu te trompes, mon petit. Peut-être ce salaud, enfin cet affreux personnage de Châteauneuf, vous savez, l'abbé de Châteauneuf, son parrain, qui lui avait fait lire à 12 ans cette chose immonde qui s'appelait le Moïsiade, et qui lui dit, tu as 20 ans maintenant, il faut que je t'ouvre les yeux. Parle pas comme tu fais de ta mère c'était une coureuse. Vous voyez le coup que ce garçon peut recevoir? Non, un mot sacré, mais non, tu parles, un mot sacré. Jeanne d'Arc, mais non, putain. Le Christ, un personnage divin, mais non, rien du tout, des mensonges. Une espèce de fureur contre ce qu'il a cru autrefois, et dont il sait maintenant que ce n'est pas vrai. La vie, dit-il, c'est de l'ennui, de la crème fouettée. Alors fouettons la crème. C'est un homme du divertissement.
Mais ça n'empêche pas qu'à certains moments, il y a chez lui des silences, des souvenirs, des nostalgies. N'empêche qu'en 1649, par côté il a 55 ans, part de sa main cette phrase extraordinaire, « Où fuir loin de moi-même ». Oui, il a écrit ça, « Où fuir loin de moi-même ». Et peut-être aussi qu'il y a certains autres moments, ce regard triste et pensif que vous lui voyez chez Cochin, ou ce regard levé avec une attente et peut-être un espoir que lui avait donné Hubert. C'était bien, mon machin, non? Un fils qui est dans le et puis un autre que j'aime son mariage. Alors c'est le dernier qui est parti chez nous, et moi, ma femme est chez nous, j'ai 25 ans dans notre maison, et puis il part. Et c'est pour ça que je me suis dit, je me suis aperçu après coup que peut-être vous le plaisiez d'une manière plus chaleureuse. Oui, sait-on jamais. Parce que j'ai étudié en doctorat, j'ai fait un mémoire sur le procès de la Ligue. Oui, bien. C'est vrai, en tout cas, j'ai raconté un que quelques jours après une politique. Je me suis jamais approché pour mes conférences que des gens avec qui je me sens comme ça en fraternité secrète. Hein. Les gens s'en doutent pas parce que ils disent qu'il m'a choisi ça littérairement. Non, je l'ai choisi pour une raison humaine toujours. Il me semble que le type a une réaction que je comprends, qui est viscérale, quoi, comme la mienne. Sa réaction vis-à-vis du bonheur? Ah, du bonheur. Non, je parlais d'une attitude devant la vie. Par exemple, ce que j'ai trouvé très, très épatant chez Zola, c'est que ce type qui avait tellement envie de faire une carrière, hein, qui s'était présenté à l'Académie, il s'est dit, je peux pas, il faut absolument que je fasse ce coup-là de défendre Dreyfus, même si ça m'est très coûteux. Et bien ça, je trouve que je suis pas capable de le faire, je salue, quoi, en me disant, ben voilà un type d'une certaine taille. Maintenant, à propos du bonheur, c'est autre chose. J'ai pas éprouvé ce que lui a éprouvé là, dans le jardin Boccanegra, qui est une chose tellement dramatique. Je le comprends, mais c'est pas une chose qui m'est arrivée à moi. Mais je le comprends très bien. Je crois qu'on est au sommet maintenant. Hein. Oui, et là, on va ralentir un petit peu parce que là, on est sur le Verglas. On est sur le Verglas, oui. Puis on va piquer sur Neuchâtel en descendant par la vue des Alpes, vous allez voir. Il y a combien de temps que vous vivez en... 26 ans. Je suis venu en septembre 42. J'avais été révoqué par Vichy à ce moment-là et j'avais plus moyen de gagner ma vie en France. Alors je suis venu en Suisse. Et pourquoi Neuchâtel? Parce que j'étais en train de faire un bouquin sur Rousseau et que les manuscrits de Rousseau sont en grande partie à Neuchâtel. Alors j'ai choisi Neuchâtel pour terminer mon bouquin. J'avais été dénoncé par Je suis partout, qui avait mis mon nom, qui avait mis le gaulliste Guillemin. Et c'était j'étais à Bordeaux, donc sous l'occupation. Alors j'ai foutu le camp, moi, en courant à travers la ligne de démarcation, dans des rangs de vignes, parce que j'avais une élève dont le père avait la propriété. Alors il savait à peu près à quel moment passaient les patrouilles allemandes. Alors le 14 juillet, je suis allé chez ces gens, et puis j'ai galopé à un moment, oui. Mais je ne pouvais pas faire ça à ma femme et aux 3 enfants. Alors j'avais un Allemand gentil, qui était un professeur de Hambourg, mobilisé comme tout le monde, mais qui n'était pas du tout honnête, et à qui j'ai dit la vérité. Je lui ai dit, je vais foutre le camp, faites-moi un papier pour ma femme. Et il a fait un faux papier disant que Mme Guillemin allait à Lyon au service de l'industrie allemande. Alors elle est passée, elle, dans un train avec son papier qui était une inexactitude, quoi, un mensonge. Et elle a pu passer, elle. Et moi, j'avais passé autrement. Et à gauche, hein, on va... Oh, c'est bien, on va être chez moi à moins le quart. Ça, c'est ma rue. Alors, vous continuez. Côté de gauche, la grande maison qui s'appelle le Palais du Pérou, construit pour Jean-Jacques Rousseau. Ça? Oui. Par un type qui avait fait sa fortune en Guyane hollandaise. Et chez moi, ce sont les arbres dépouillés à votre droite. Tout près. Bien. Eh bien, on est chez nous, un quart. Et pas tant. Mais je vous fais une confidence, nous aussi. Vous aussi. On n'a rien fait moins que vous, parce qu'on n'avait pas les conférences, on s'est contenté de vous suivre. Vous êtes des jeunes types, vous.
Avec mes 65, ça pèse. On ne veut pas que j'en parle, mais c'est quelque chose quand même. Non, c'est vous. Mais je vous fais une confidence, nous aussi. Vous aussi. On n'a rien que vous faites, Mais vous si, avez une mais vie si, et puis mais là. si. C'est ce que j'ai dit à la fin de mon papier de l'Express. Tout le monde m'engueule, tous mes amis me disent ah, qu'est-ce que c'est que ce simulacre? C'est pas un simulacre. Non, parce que vous donnez constamment la preuve du contraire. Du contraire, vous avez... C'est-à-dire, je fais encore de bonnes conférences, je suis bien moi-même quand je parle, puis après, chut, je tombe un peu. Mais En ce moment, ça va moins bien, quoi. Je peux arrêter. Mais maintenant, c'est la détente. Oui, oh, détente, hein. Demain, il faut que je termine un article sur Victor Hugo, pour le pourquoi pas. Et puis, j'ai 3 radios à faire pour Radio Genève, qu'il faut que je construise. Et puis, une conférence dans le Sacre français. Et puis, je vais à Paris. Puis, je reviens, je fais encore quelque chose au centre pédagogique, je crois. Puis, je retourne à Paris. Puis, je vais à Bruxelles d'abord, 3 jours. Ça fait encore un mois de décembre assez chargé, quoi. Et si j'attriste, je suis content qu'on me demande en même temps. Hein. Alors je sais pas ce que je veux, quoi. Je voudrais pas me fatiguer, puis d'autre part, si on me laisse dans mon coin, je dis, bah, ça y est, je suis fini, je suis une épave. Alors je continue, tant que ça peut aller. Un mois de décembre, en effet, assez chargé. Oui, Votre présence lourd. ici le prouve. Il y a un certain nombre de choses que j'ai pu noter au cours de ce film, de ce croquis de Jean Brard. Il y a un certain nombre de mots et de choses peut-être significatives de vous qui reviennent. Mais la première phrase qui m'a un peu surpris dans votre bouche, c'est « Tout le monde ment, moi aussi ». Ça vous a échappé? Ça m'a échappé, mais c'est un peu vrai, vous savez. Quand on fait attention à ce que l'on dit, on s'aperçoit qu'on ne dit pas toujours la vérité, en particulier quand il faut épargner quelqu'un, quand il faut éviter de blesser, qu'il faut... Enfin, il me semble que la vie sociale comporte un certain nombre de mensonges. Moi, La vie sociale, mais... Oui. Pour Enfin, dans qui? mon travail, ça, j'essaye de ne pas mentir, ça sûrement. Hein. Mais dans les rapports sociaux, dans les rapports humains, on est très souvent obligé de masquer sa vraie pensée. Ça arrive, oui. Ça me gêne c'est ce qu'on toujours. appelle mais la on le fait. politesse, en général. Oui, la Je vais politesse. peut-être être Oui. grossier maintenant. Il y a un autre mot, l'affolement avant ces conférences, Ah depuis oui. tant d'années. Mais oui, ça passe pas. Je crois que ça s'exaspère, c'est moi, en ce moment. Probablement parce que je ne suis plus jeune et que... Vous savez, j'ai commencé à parler en 1936. Je ne l'ai pas désiré. J'avais été nommé en Égypte et j'avais pas lu dans mon contrat que j'avais une obligation de faire des conférences publiques. 6 conférences dans l'hiver. Et mon prédécesseur, qui s'appelle Henri Père, qui est un garçon toujours vivant, qui est aux États-Unis, était très brillant comme conférencier et faisait à la salle de géographie du Caire des conférences sans papier, sans notes. Ah, je me suis dit, je ne peux pas être inférieur. Alors je me suis mis à me lancer parce que c'est obligatoire, c'est dans mon contrat. Bon, c'était terrible le trac, j'y suis arrivé, j'apprenais tout par cœur au début, ce que je ne fais plus depuis des années. Et puis quand j'ai senti que j'étais bien lancé, je me suis dit, je vais continuer à faire des laïus, puisque j'y arrivais, quoi. J'avais une possibilité de trouver mes mots. Mais c'est vrai qu'actuellement, et de plus en plus, je m'affole avant une conférence. Une que j'ai bien préparée, je me dis au dernier moment, tu vas avoir un blanc, enfin, l'impression qu'il va m'arriver un stop, un effondrement. J'en ai pas eu. Si, une fois, ça m'est arrivé, il y a longtemps. Alors de ne plus savoir où j'en étais, absolument plus, hein. J'ai répété, je suis reparti en arrière, comme je disais au public. J'ai l'impression de m'être mal expliqué sur ce point, je m'étais très bien expliqué, mais je repartais pour essayer de trouver une jonction. Mais je l'ai trouvé. C'est un affreux souvenir. Vous dites à un moment, je suis un viscéral. Qu'est-ce que vous entendez? Parce que on pourrait penser, si l'on vous connaît un peu par vos écrits, que vous êtes assez loin d'un viscéral. Ah non, non, écoutez donc. Nos options, enfin nos choix, c'est pas tellement intellectuel. Plus je vis, plus je crois que ça se passe dans une région beaucoup plus profonde de nous-mêmes. Viscéral, ça ne veut pas dire que c'est les tripes qui commandent, mais ça veut dire qu'au-dessous de l'intelligence conceptuelle, enfin de la raison raisonnante, comme on dit, il se passe des tas de choses, et que notre intelligence dépasse beaucoup le raisonnement, la raison logique. Et bien c'est ça que je veux dire. Je sais très bien que quand j'essaye de comprendre pourquoi j'ai pris telle ou telle option, c'est pas simplement parce que raisonnablement ça me paraît meilleur, c'est parce que ça répond à une espèce d'exigence intérieure. C'est en ce sens que je dis viscéral, ça veut dire avec tout moi-même, quoi. Oui. Voilà l'explication. Neuchâtel. Neuchâtel, vous avez expliqué dans quelles circonstances vous êtes arrivé à vivre à Neuchâtel. Mais vous n'avez pas dit pourquoi vous y êtes resté. Je suis resté parce que c'est une ville gentille, tranquille, parce que je déteste de plus en plus le bruit, l'agitation. C'est une ville de, je crois, 30-35 000 habitants, un peu comme mon pays natal, Mâcon. C'est une ville peu industrielle, pas de bruit. Il y a beaucoup de cinéma, ce qui est indispensable à ma vie psychologique. Et puis il y a une grande université, une grande bibliothèque. Je suis tranquille, je peux travailler paisiblement. Et je crois que c'est sur cela que j'y ai cherché. La beauté aussi de l'endroit, hein. Il y a le lac d'un côté, il y a la montagne de l'autre. Enfin, c'est un endroit agréable aux yeux et qui m'apporte la tranquillité que je désire de plus en plus.
Comment se partage votre vie? Je veux dire, vous avez de multiples activités. Oui. Bon, on vient de parler de vos conférences, mais vous êtes également professeur. Oui, un peu maintenant. Hein. J'ai pris ma retraite du côté. Mais en Suisse, on m'a demandé d'enseigner à Genève. Alors j'ai accepté 1 heure par semaine. Je suis professeur libre, on appelle ça professeur extraordinaire, vous savez, qui n'est pas titulaire. Oui. 1 fois par semaine, un cours public à Genève. Ça, alors activité de professeur, très faible maintenant. Deuxièmement, activité d'écrivain, de critique, de chercheur, quoi. Alors, c'est surtout l'été que je fais ça. À partir de Pâques, si vous voulez, je ferai presque plus de conférences. Et de Pâques à septembre, je suis immobile, enfin, à peu près immobile. Je travaille à ma table et je construis des trucs. Et puis alors, entre octobre et avril, je me promène et je débute mes histoires. 6 mois d'activité sociale, presque. Si vous 6 voulez. mois sur Eh bien, vous-même. oui, c'est ça. 6 mois de recherche et d'écriture. C'est à peu près comme ça que ma vie s'organise. Quand on vous décrit, le terme qui vient à votre propos, c'est historien catholique. Oui, bah, les deux termes que sont ça vrais. C'est pas contradictoire, mais Non. Il y a quand même une précision avec le mot catholique. Dans quelle mesure cela joue sur l'analyse de l'histoire? Ah, on va parler de l'histoire tout à l'heure. Hein. Oui. Je peux simplement vous répondre que je n'aime pas beaucoup ni romancier catholique, je ne suis pas romancier, ni critique catholique, ni historien catholique. J'essaye d'être historien, oubliant, hein, oui, oubliant que je suis catholique. Quand je fais de l'histoire, je cherche à retrouver ce que j'estime être la vérité, mais je ne vais pas essayer de faire une démonstration en faveur de telle ou telle thèse. Alors dites que ma vie est partagée en 2 plans très nets, mon activité intellectuelle, enfin de travailleur, et ma vie religieuse, et je dis en effet que je suis catholique, parce que j'y crois, parce que j'ai décidé d'y rester. Mais j'espère que ça n'influe pas beaucoup sur mon travail historique. J'espère seulement. Hein. Il est possible que involontairement... Vous savez, je peux même vous dire d'avance. Ah si, je peux même vous dire d'avance quelque chose avant vous de l'histoire, mais allons-y maintenant. Il y a une phrase de Jaurès qui m'a beaucoup impressionné. J'aime énormément Jaurès, vous savez. Et dans ce grand livre, Histoire socialiste de la Révolution française, il parle de Marat, il parle de Robespierre, et dit, ces grands morts nous interrogent. Es-tu avec moi? Es-tu contre moi? Eh bien, je sais très bien que quand je suis devant un personnage historique, je suis ou avec lui ou contre lui, je le sais bien. Mais il ne me semble pas que ce soit à cause de son appartenance religieuse. Tenez, un homme comme Zola, ben, je suis assez passionnément avec Zola. Dieu sait qu'il n'aimait pas les catholiques. Hein. Et Victor Hugo, ben, il était plutôt mal vu de l'Église. Hein. Oui, et Tolstoï, je suis passionné par Tolstoï, il était excommunié. Alors je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est mon catholicisme qui me décide. Non, parce que je ne pense pas que vous auriez choisi le 19e à ce moment. En effet, tiens, bien sûr. Et pourtant, vous avez pratiquement fait que le 19e. Oui, enfin, j'ai étudié un peu Pascal, que je crois connaître à peu près, mais c'est vraiment le 19e siècle. Et puis Rousseau, oui, j'ai oublié Rousseau, oui. Et puis Claudel, mais enfin, qui peut être... Ah, c'est le 19e et 20e siècle, oui, mais c'est surtout le 19e. Avec des trous, hein. Il y a des choses que je ne sais pas du tout dans le 19e. Balzac, inconnu. Baudelaire, mal connu. Et puis j'ai pas envie. Tandis qu'il y a des gens que j'ai étudiés de mon mieux, oui. Il y a une chose assez étonnante avec vous, c'est que on vous pardonne peu de choses. Je veux dire par là que où l'on vous aime, où l'on est d'accord avec vous, où l'on vous déteste. C'est rare qu'un historien suscite autant d'amour ou de haine que vous. Vous avez été louangé, comme on peut l'être, mais vous avez été aussi traité, je veux dire, de tous les noms. On vous a appelé démolisseur, destructeur. Il y a même un dictionnaire qui vous traite de... Enfin, je vous demande pardon du terme, de fouille-merde. Enfin, bon, oui. On a dit également que vos références historiques étaient douteuses, troubles. Mais pourquoi? Bon, alors les références historiques, ben parlons-en. J'ai été fâché, ça ne m'arrive pas souvent. Vous savez, de la vérité, j'ai reçu des tas d'articles désagréables, bon, je réponds pas. Mais quand quelqu'un que je ne nomme pas a osé écrire que mes références ont une origine trouble, j'ai écrit à ce monsieur X. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire par origine trouble? Eh bien, il ne m'a pas répondu. Parce que je ne crois pas avoir jamais apporté un document qui ne soit fondé sur une origine précise, enfin, dont je peux apporter la référence. 1. 2. Pourquoi est-ce qu'on m'a détesté? Parce que je prends position. C'est bien évident que je dis, et ce que je pense, je dis mes réflexes, et que, en particulier sur 2 individus, Benjamin Constant et Alfred de Vigny, ayant fait par hasard, je souligne, j'avais pas cherché, ayant fait par hasard des trouvailles fort désagréables sur ces messieurs, j'ai décidé de les publier. J'avais trouvé ces documents. Je devais les publier. Alors on m'a dit, c'est des choses à ne pas faire, enfin ça détruit des gloires nationales. Non. Bon, je les ai publiés. Mais attention, mon vieux, écoutez-moi ça, parce que j'y tiens beaucoup à ça. J'ai fait une trentaine de bouquins. J'en ai fait 2 ou 3, m'est-il. Un hostile contre Vigny, un hostile contre Benjamin Constant. J'en ai fait 25 ou 28, je ne sais pas combien. À la gloire de Jean-Jacques Rousseau, ou pour défendre Victor Hugo, ou pour dire que Flaubert était un grand type, ou pour montrer que Rousseau n'était pas un persécuté imaginaire, mais au contraire était un homme qui était réellement traqué. Et l'opinion publique, dans l'ensemble, retient ce que j'ai fait d'hostile. On ne retient pas ce que j'ai fait pour. C'est pas juste. Oui, alors je vais vous demander maintenant pourquoi on vous aime.
Enfin, je le sais, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Mais j'en sais rien. Je sais pas parce que. Alors je dirais que c'est peut-être cette façon extrêmement passionnée et vivante que vous avez de présenter, d'actualiser même, c'est le mot que l'on emploie à propos des héros que vous traitez. Oui, enfin j'essaye d'être direct, simple et de parler de choses humaines qui peuvent intéresser tout le monde. Je veux dire, votre obsession, c'est quand même pas uniquement la vérité Guillemin, c'est la vérité. Ah ben oui, vraiment, quoi, la vérité Guillemin. Non, parce qu'on vous reproche une vérité Guillemin. Ah, je sais bien, je m'engage, oui. Mais je cherche très loyalement, vous savez, en histoire en particulier, à ne dire que des choses authentiques. Oh, puis on est trop sérieux, enfin, il me semble qu'il faudrait qu'on passe à autre chose. Hein. Oui, j'aimerais bien, puisqu'on a invité Anne Sylvestre, elle va nous changer de climat. Hein. On est un peu abstrait, elle va nous amener en pleine poésie, on va respirer avec elle. Les enfants qui jouent à la balle contre le mur de mon jardin, les enfants qui jouent à la balle en chantant leur petit refrain, ne savent pas comme il est triste, mais le découvriront demain. Ne savent pas comme il est triste, leur petit refrain de chagrin. Parti simple sans bouger, sans rire et sans parler. Parti simple, je te rencontre, tu me souris, le ciel est bleu. Parti simple, tu me rencontres, c'est si simple, on est tous les deux. Sans bouger, on va vivre ensemble, sans tricher, on sera si bien. Sans bouger comme on se ressemble, tiens-moi si fort que je te tiens. Parti simple, sans bouger, sans rire et sans parler. Mais sans rire, tu me délaisses, tu t'en vas de moi. Mais sans rire que tu me blesses, la partie est finie, je crois. Sans parler, on va se défaire, que c'est dur de se dénouer. Sans parler, on va se défaire, j'aurais bien dû ne pas jouer. Parti simple, sans bouger, sans rire et sans parler. D'une main que tu m'abandonnes et de l'autre que tu m'oublies. Sur un pied, moi je te pardonne et sur l'autre c'est bien fini. Petit moulin, y avait ma tête, grand moulin, et aussi mon petit tourbillon, ça s'arrête. Grand tourbillon, c'est le malheur. Parti simple, sans bouger, sans rire et sans parler. Parti simple, sans bouger, sans rire et sans parler. Parti simple, sans bouger, sans rire. C'est elle qui fait ces chansons, oui, c'est une chanson d'elle, oui. C'est même très extraordinaire ce qu'elle arrive à faire. Une Et avec poésie sa profonde, guitare, enfin, oui. inouïe, hein, Très beau. Oui, encore une autre. Hein. Avez-vous connu Marine, la cousine de Bertrand? Avez-vous connu sa mère, la commère des étangs? C'était une étrange fille, mais Camille le savait quand il en fit la conquête à la fête du Favet. Farandole Marine, farandolera, farandole gamine, au diable se perdra Marine. Il lui a dit, le Camille, tes yeux brillent tellement, livre-moi tes sortilèges, fais de neige, fais de vent. Si tes yeux sont une source, que ma course prenne fin, je veux m'y noyer tranquille, comme une île, comme rien. Farandole Marie, farandole gamine, au diable se perdra Marine. Il a dit, si tu es folle, farandole, moi je cours. Si tes mains sont une lande et si grande nos amours, je me perdrai dans tes lignes, dans les signes de tes doigts. Je me perdrai soit sans crainte dans l'empreinte de tes pas. Farandole marine, farandolera, farandole, le diable se perdra Marine. Il a dit aussi, Camille, ta résille de cheveux est si mouvante et si chaude que j'y rôde et que je veux, que je m'y veux pendre belle, si rebelle tu deviens et me prive de ton rire qui chavire mes matins. Farandole marine, farandolera, farandole gamine, au diable se perdra Marine. On a vu rire la fille et Camille
pas vu la suite, car bien vite sont partis. On a vu Bertrand le sombre comme une ombre tournoyer, les a cherchés sous la lune, mais les dunes l'ont noyé. Farandole marine, farandolera, farandole gamine, au diable se perdra. Marine, avez-vous connu Marine, la cousine de Bertrand? Avez-vous connu Camille, qui aux filles plaisait tant? Est-ce l'amour ou le diable qui en fable les changea? L'amour est le pire piège, fut-il neige ou feu de bois? Farandole marine, aux étangs là-haut, on t'appelle Marine, il n'y a que l'écho. Marine, Marine. Merci Anne Sylvestre. Nous allons revenir à des propos un peu plus sévères, et ceci sur 3 sujets. Je veux dire 3 sujets que vous avez choisis et qui ont trait directement à votre activité, dirais-je, de conférencier et à votre public en général. 3 pays qui seront évoqués, le premier étant la Suisse où vous résidez, c'est la moindre des choses. La Suisse, à propos de laquelle les Français en général se font des idées qui sont justes ou fausses, mais peut-être qu'avec Georges Aldas, qui est votre invité, qui doit arriver. Georges Aldas, si vous voulez rentrer dans le champ, si j'ose dire. Et vous, mettez-vous là, mon vieux. Alors, je vais vous poser des questions, vous me permettez? Bien sûr. Littérature suisse, ça veut dire quelque chose? Ça a une existence? Eh bien, je pense, pour être clair en guillemets, qu'on ne peut pas dire qu'il y a littérature suisse. Il y a littérature suisse. Pour la très bonne raison qu'en Suisse, on parle 4 langues, le français, l'allemand, l'italien, et dans un minuscule secteur, le romanche. Alors, il y a des écrivains qui travaillent, il y a un exercice de la littérature, et au meilleur des cas, quand il s'agit de personnalités de dimension réelle, il y a une accession à un niveau européen, tantôt par la littérature française ou par la littérature allemande. C'est tout ce qu'on peut dire. Par exemple, en français, il y a Amiel, il y a Ramu, il y a Blaise Cendrars. En Suisse allemande, il y aura un Keller et un Spitteler, et tout près de nous, un Frisch et un Dürrenmatt. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres obstacles qui s'opposent à ce qu'il y ait une littérature proprement helvétique, romande en tout cas? Oh, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, je pense simplement qu'il faudrait se dire que, voyez-vous, la Suisse, c'est une espèce de confetti au milieu de l'Europe. 6 millions d'habitants, à peine les habitants de la ville de Paris. Et alors, pensez au destin historique de la Suisse. Je veux dire que la Suisse, pendant le Moyen-Âge, s'est située au moment de l'Europe, petite démocratie, qui était au milieu d'un tourbillon de lutte de querelles des empires et des monarchies, et son principal souci, difficilement et durement, son statut de neutralité et d'indépendance, au milieu des luttes. Alors, elle avait une double exigence: être à l'intérieur, subvenir par elle-même à ses besoins, négocier astucieusement pour ne pas être pris dans les querelles. Alors, ça a développé, si vous voulez, un esprit de défense, de travail, de vie régulière, toutes sortes de vertus d'existence qui sont très précieuses, mais qui ne sont peut-être pas toujours des facteurs pour l'expression et dans la dynamique de l'expression. Je vois. Mais alors Jean-Jacques là-dedans, enfin Rousseau, Genevois. Ou alors ça c'est tout un problème. D'ailleurs pour moi c'est un problème d'ailleurs tout à fait exemplaire. Jean-Jacques, citoyen de Genève. Oui. Écoutez, vous connaissez Rousseau mieux que moi, mais enfin je voudrais vous rappeler une chose. Rappelez-vous, dans le roman de la Nouvelle Héloïse, la préface, Jean-Jacques astucieusement ne joue pas l'auteur, il dit: je suis l'éditeur des lettres des 2 amants, et il dit: voyez-vous, ce sont des solitaires, des provinciaux et des étrangers. Et il se définit par la même. Et il dit: je m'adresse ni à des Français, ni à des beaux esprits, ni à des philosophes. En réalité, par une hypocrisie formidable, il s'adressait à eux. Mais il voulait faire passer quelque chose de très important. Cette attitude-là était parfaitement polémique. Devant une France monarchique, il faisait passer une inspiration démocratique contre une vie de libertinage. Il faisait passer l'amour pur et sincère, n'est-ce pas? Et contre un centre hyper urbain, Paris, il faisait l'éloge de la campagne, de la vie champêtre, du Léman, et il a donné un statut littéraire à cette magnifique région du Léman. Alors, qu'est-ce qu'on peut, disons, comme conclusion de cette situation? En réalité, il se trouvait dans une situation double, qui est la nôtre au point de vue de l'écrivain suisse française. Il partait d'une situation qui était sommeillante du point de vue de la culture, d'une vie latente, d'une vie endormie, et il recourait au langage le plus cultivé, celui de la culture, pour faire passer ce qu'il considérait comme des valeurs en France, à partir d'une situation qui était non culturelle, avec une arme extraordinairement culturelle. Pour nous, c'est très important. J'ajoute encore une chose, si vous permettez, à propos de Rousseau. C'est que ça lui permettait, avec ce retrait et ce décalage par rapport à la France et la culture française et la société française,
d'instaurer, si vous voulez, quelque chose que je pourrais appeler le point de vue comparatif. Par exemple, tout provincial, étranger et solitaire qu'il était, tout d'un coup, il donne son impression sur Paris dans la Nouvelle-Héloïse, rappelez-vous. Alors, il fait un portrait de Paris que les Français n'auraient jamais fait. Il dit ça me déplaît, ça c'est absolument scandaleux, ça. Mais aussi, il y a des choses dans Paris. Il y a un miroir de Paris que jamais un Français n'aurait pu faire. Bon, d'une part. Par exemple, ensuite, il compare Paris à Londres. Ensuite, il dit, voyez, la musique française, c'est magnifique, mais vous savez l'histoire qu'il y a eu avec ça. Mais il dit, mais moi, je préfère de loin la musique italienne, n'est-ce pas? Alors bon, il instaure une espèce de point de vue comparatif qui sera repris d'ailleurs par Madame de Staël. Regardez Madame de Staël quand elle fait le roman de Corinne. C'est le roman de Corinne d'Italie. Madame de Staël, qui rêve, qui est folle de Paris, qui se dit Paris, c'est tout pour moi, etc. En attendant, elle présente l'Allemagne à Paris, à la France, et l'Italie. Et dans Corinne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une comparative psychologique. Il y a trois personnages. Il y a Corinne qui est italienne, il y a le duc d'Hereford qui est anglais. Alors là, il se dessine une espèce de comparaison. Mais quel est le sens de cette comparaison? C'est que, c'est-à-dire en Suisse française, il n'y a pas de foyer littéraire important qui puisse créer un prototype littéraire. Alors, on a une réceptivité plus grande, on peut avoir un regard sur l'Europe. Alors, je voudrais dire simplement que l'exemple de Rousseau me permet de dire deux choses. Il y a une ambiguïté assez féconde et un point de vue qui est une ouverture sur l'Europe qui, je pense, est le destin des écrivains des Suisses français. Oui, mais un gars comme Ramu, par exemple, c'est tout à fait autre chose. Alors, Ramu, écoutez, c'est tout à fait autre chose. Et puis, il y a quelque chose de parallèle. Tout à fait autre chose, mais une chose très simple. Ramu, bon, qu'est-ce que c'est Ramu? Ramu, il occupe le siècle. Il occupe, disons, de 1900 à 1948, quoi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Ramu? Il dit, je veux exprimer, il est comme Rousseau, il dit, je veux exprimer la vie de mon pays. Les vignerons vaudois, les gens de la montagne. Je ne peux pas naturellement utiliser le style de Chateaubriand pour exprimer la vie d'un village. C'est comme si on allait, au point de vue stratégique, avec une compagnie de tanks pour prendre un quartier de village. C'est pas ça. Il faut parler la vie des gens, épouser le silence de la Suisse, parce qu'il y a un silence formidable dans la vie des Suisses, n'est-ce pas? Alors, il dit, je vais casser la rhétorique française, du beau langage de M. Corneille, de M. Chateaubriand, etc., de la grande tradition française. Et il essaye de retrouver un parler qui est conforme à l'existence. Je ne dis pas une copie de la conversation orale, parce que s'il serait scandaleux, ce serait un réalisme au petit pied, mais une stylisation du langage parlé. Ça veut dire, je suis d'ici, mais j'ai un œil tout de même sur la France, je stylise, je hausse le niveau parlé à une situation littéraire. Premier point. Deuxième point, la seconde importance formidable de Ramu en Suisse, qui est un anticonformisme, alors remarquable, c'est qu'il prend comme sujet, que les thèmes, ce sont les personnages qui sont justement des personnages paumés, les gens perdus, les petits vignerons, les petits montagnards. Qu'est-ce qui arrive à ces gens, contrairement à toute une culture bourgeoise qui faisait de personnages importants, de monsieur tel et tel, etc., qui étaient... Bon. Alors, ce qu'il y a de précieux dans Ramu, ce qui était important pour nous, c'est que dans cette Suisse prospère, dans cette Suisse qu'on dit tranquille, il a donné une image tout à fait tragique de la situation. Tout est grave chez Ramu, tout finit, Dieu merci, de travers. N'est-ce pas? Pensez au premier livre. Le premier livre d'Aline de Ramu quand il a 20 ans. C'est tout à fait comme Tchekhov. C'est une œuvre d'une pureté extraordinaire. Cette jeune femme, cette pauvre villageoise, qui est simplement abandonnée par un garçon qui veut épouser, qui est fils de fermier riche, qui veut épouser une fille plus riche que lui, la laisse tomber après vouloir faire de l'enfant. Le désespoir prend chez eux une violence formidable. Non seulement elle va se suicider, mais avant de se suicider, elle va tuer l'enfant qu'elle avait. Il y a chez Ramu une violence, un tragique, qui est en contraste formidable avec la Suisse, et ça, ce serait à étudier. Autre point, par exemple, dans cette Suisse protestante, Suisse française calviniste. Prenez une scène, je pense à Jean-Luc Persécuté. Ce Jean-Luc Persécuté, vous savez, il a 2 enfants. Le second, il croit qu'il est le fils de l'amant de sa femme. Alors, il va brûler la femme avec l'enfant. Et avant de faire cet acte-là, je préfère que vous réfléchissiez à l'importance et la violence de ce propos-là qui pourrait être révélatrice de certaines choses. Il s'agenouille devant la croix, devant le Christ. Et il demande au Christ d'avoir la force d'accomplir ce crime. Alors je vous demande à vous d'interpréter cette situation. Simplement pour dire l'importance qu'elle a pour nous, Ramu, et qu'il a posé des questions fondamentales qui ont scandalisé les Suisses. Par exemple, il a dit, à part ces Suisses, il a dit, devant certaines situations mondiales, devant la situation européenne, il a se demandé, par exemple, qu'est-ce qu'on est Suisse? Est-ce qu'on existe seulement? Alors là, il y a eu un déchaînement. Georges Hadas, est-ce qu'il n'y a pas une timidité quand même de la part des auteurs suisses à se répandre dans le monde de la langue française? Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de timidité? Voilà des gens, nous sommes un certain nombre de gens qui parlons la langue française et nous appartenons à un pays qui n'a ni les institutions, ni les mœurs, ni la sensibilité générale. Si on parle selon ce qu'on appelle les critiques réactionnaires, vous savez, le génie du lieu, si on parle selon, on n'est pas compris des Français, et si on parle selon le génie du lieu, on ne peut pas être compris non plus des gens de la Suisse, puisqu'il y a la barrière de la langue. Alors on est coincé. Alors on retourne à cette ambiguïté dont Rousseau avait donné l'exemple formidable.
En réalité, c'est ce que vous appelez timidité. C'est une situation de faiblesse, d'inquiétude. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on est? C'est très faible. Disons, nous n'avons pas les prestiges de la culture. Nous sommes un peu écrasés. Nous avons été, parce que c'est plus le cas, nous avons été écrasés par les prestiges de la culture française. Mais alors, il y a chez nous une espèce de timidité, de faiblesse, mais qui est aussi une ouverture vers l'avenir. Nous épousons toutes les choses qui vont être, n'est-ce pas? Il y a deux types chez vous auxquels j'attache beaucoup d'importance du point de vue de la critique, parce que c'est mon rayon. C'est Marcel Raymond, toujours vivant, Dieu merci, et Béguin. Il me semble que c'était deux grands écrivains, deux grands critiques. Enfin, quand Béguin était le directeur d'Esprit, il y avait une autorité qui dépassait beaucoup les frontières de son pays. Oh. Et quant à Marcel Raymond, ne trouvez-vous pas que, par exemple, de Baudelaire au surréalisme, c'est un modèle de critique littéraire? Et puis, la préface qu'il vient de faire, moi qui connais très mal Baudelaire, cette préface qu'il a faite aux éditions Rencontre, je crois, de Baudelaire, c'est tout premier ordre, hein, oui. Tout premier ordre. Alors après Ramu, et l'exception faite des deux dont je vous parle maintenant, comment vous classeriez-vous? Oui. Je voudrais simplement vous dire un petit mot à propos de ce que vous dites de Baudelaire et de Raymond, de Marcel Raymond et de Béguin. C'est vrai, ce que vous dites sont été mes maîtres et aussi mes amis. Et alors, je retrouve en eux une des situations que je viens de définir. Ce qui a permis à Marcel Raymond d'écrire de grands livres sur Baudelaire au surréalisme, c'est une espèce de décalage par rapport à la France. Il n'a pas tout à fait épousé... écoutez, il n'a pas tout à fait épousé les mouvements poétique de Baudelaire au surréalisme. Il a eu un certain retrait. Qu'est-ce que ça lui a permis? Ça lui a permis de parler entre Baudelaire et le surréalisme, mais disons, si vous voulez, en se retirant sur le point de vue, un point de vue psychique particulier. Au fond, comme dit le mot de Valéry, c'est l'arme de l'esprit. Et c'est une activité psychique, une situation psychique X qui permet de se concentrer sur soi-même pour affronter toutes les choses de la vie. Béguin, c'est l'âme romantique et le rêve. Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse l'attitude onirique à partir du surréalisme, mais aussi des romantiques allemands. Vous voyez le point de vue comparatif? Et alors, je voudrais simplement, mais ça c'est tout à fait une parenthèse, que les deux livres, le Béguin, le Raymond, et puis un troisième livre magnifique sur la poésie, qui est Jean Cassou pour la poésie, sont écrits entre 30 et 36, et chose extraordinaire, quand on y pense après coup, on s'aperçoit que ce retrait sur les fondements psychiques de l'être, de l'homme, sont à un moment donné, où c'est la montée du fascisme, le nazisme, la guerre d'Espagne. On dirait que par une espèce de pressentiment et de radar, il se retire sur ce qu'il y a de plus fondamental et de défendre la liberté de l'être, les valeurs de l'être, contre ce qui va se déchaîner comme apocalypse. Et ça, c'est une chose extraordinaire pour nous. Voilà pourquoi ça compte. Mais comment vous répartiriez les écrivains suisses contemporains, alors? Oh, disons, je pense que c'est assez simple. Après Ramu, il faut dire après la guerre. La guerre a été pour nous, quand on avait 20 ans, la guerre, un choc extraordinaire parce que c'était la rupture de la France, c'était la chute de la France. Et alors, je peux pas assez de mots pour dire ce que ça a représenté pour nous. La chute de France a été aussi une ouverture à l'Europe et puis une angoisse extraordinaire. On se disait, quoi? À 20 ans, on est en Suisse, au bord du Léman. Tous les jeunes gens de 20 ans vont maintenant dans la résistance française, la résistance italienne, vont lutter contre le fascisme naziste, contre l'adversaire, n'est-ce pas? Et nous, on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fout là, à faire nos études, etc. Il y a une angoisse formidable, une espèce de mauvaise conscience, un sentiment, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qui sommes-nous et que sommes-nous dans une situation X? Pour une situation inverse, comme par exemple, vous pensez les Russes, quand les Russes en 1812, après la victoire sur Napoléon, se demandaient mais qui sommes-nous Russes? Qu'est-ce qu'on a apporté au monde? Que les Italiens, quand il y a eu la perte, quand ils ont cassé Mussolini, cassé le fascisme après la guerre, ils sont mais qui sommes-nous Italiens après la victoire contre le fascisme? C'est des questions positives. Et puis nous, par manque de participation, on se demandait mais alors qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, un certain groupe de gens, dont j'ai fait partie, ont axé tout leur travail à partir de cette situation d'écrivain suisse, non seulement par rapport à la Suisse, mais par rapport dans l'ambiguïté française, par rapport à l'Europe, par rapport à la liberté, par rapport aux choses fondamentales. Alors, pour répondre à votre question préalable, je dirais il y a 3 options actuellement, comme toujours, à partir de la situation de Suisse française. Des gens se disent, je joue la carte de Paris. Ce sont des gens comme Georges Pirouet, Georges Borgeaud, Robert Pinget, que vous connaissez bien, et on ne pense pas qu'il est suisse, Philippe Jacob. On l'oublie, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vivent alors dans le régionalisme, la province, qui continuent à être inspirés par leur propre lieu, si vous voulez, en folklore, comme Maurice Chapat. Puis alors, il y a le groupe dont je vous ai parlé, dont je fais partie, avec Yves Voland, avec Deblu et d'autres gens. Pour finir, vous êtes là parce que je vous aime bien et parce que j'ai une très profonde admiration pour votre poétique d'une part et par Boulevard des philosophes d'autre part. Boulevard des philosophes me paraît représenter un livre important, un livre européen. Et je voudrais vous poser 3 questions à ce propos. Première question, pourquoi avez-vous écrit ce livre à Genève? Peut-être parce que vous y vivez. Pourquoi avez-vous appelé ça chronique? Et puis troisièmement, pourquoi parlez-vous de votre père, si ce n'est pas indiscret? Mais pas du tout. Alors pourquoi j'ai écrit le livre à Genève? Pour les raisons que je viens de dire. Parce qu'il ne s'agit pas de parler de Genève. Découverte des choses, des valeurs fondamentales de la vie, c'est faite à Genève. Alors je ne pouvais pas dissocier la découverte de la vie du lieu où j'étais. L'important, c'est pas le lieu où je suis, c'est ce que je découvre de la vie et des valeurs de la vie. Il se trouve que c'est Genève. C'est tout. Mais il se trouve que... Bon, il se trouve que... Alors chronique. Chronique.
Eh bien, c'est pour distancier, si vous voulez, pour être à mi-chemin, si vous voulez, entre la création romanesque. Personnages qui gravitent dans Boulevard du philosophe ne sont absolument pas des êtres inventés. Je ne crois pas à l'invention romanesque, je crois à l'approfondissement formidable des êtres. L'imagination, vous savez, l'imagination, elle n'est pas faite pour inventer des choses, elle est faite pour explorer le réel. Alors, c'est descendre dans la vie des êtres. Voilà à quoi je crois à l'imagination. Alors, je suis descendu autour des êtres qui m'entouraient. Le plus important de ces êtres, c'était mon père. Mon père, pour toutes sortes de raisons que je dis dans le livre, d'abord parce qu'il a joué un grand rôle, et qu'à travers lui, j'ai découvert un certain nombre de choses dans le monde de l'argent. Dans le monde, il était ruiné économiquement, dans le monde de la culture, dans le monde de Dieu, dans le monde de la sexualité. Nous découvrons toujours le monde à partir de quelqu'un. Alors, je l'ai fait sous la découverte de mon père. Je pensais simplement, alors ça, c'est une chose entre nous, je pensais qu'il fallait que il ne s'agit pas de tuer son père. Vous voyez, pour se libérer du père, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et que vous le comprenez, si vous avez rétabli par la mémoire, qui est la chose fondamentale, la mémoire, c'est pas une exploration pittoresque des souvenirs, c'est un accroissement d'être. C'est quelque chose de résurrectionnel, la mémoire. C'est pour récupérer les êtres. En comprenant mon père, j'arrivais à rétablir une relation avec les autres. Il devenait fraternel. C'était le père transformé en frère. Et puis alors, le dernier point, si vous permettez, mon père avait toujours le sentiment d'avoir manqué sa vie. Je me rappelle, chose tragique, à la fin, le dernier jour de sa mort, il me disait, ne va pas rater ta vie comme moi. Et je disais, mais rater sa vie. Mais tout le monde rate sa vie. Nous ratons tous la vie par rapport à quelque chose. Alors, ce qui renvoie à la question fondamentale que je me posais à moi-même, que je lui posais à lui, que je pose à vous. Alors, dans une société, dans la vie, par rapport aux choses de l'absolu, qu'est-ce que réussir sa vie? Oui. En tout cas, moi, je peux vous dire que vous avez réussi la vôtre littérairement. Et je ne le dis pas simplement par courtoisie. Georges Eldas, merci. Henri Guillemin, le deuxième pays que nous allons peut-être découvrir à travers quelques invités, c'est la Belgique. Quand on parle de Belgique, généralement, on pense à quelques auteurs, quelques chanteurs, et Brel et Françoise Mélégeris. Mais, vous le savez, nous savons tous, Jacques Brel est en train de jouer, et c'est donc hier que nous l'avons rencontré sur ce même plateau. Alors, nous allons passer quelques instants avec lui.